Coca Podcast, épisode 3. Ne m'oublie pas, je vais devoir m'en aller. Ne m'oublie pas, tu ne dois pas pleurer. Même si je suis très loin de toi, tu restes dans mon cœur. Je chante en secret chaque soir pour que tu n'aies plus peur. Ne m'oublie pas. Cet extrait est tiré du film Coco. C'est un film qui se passe au Mexique et qui parle de la mort, entre autres. Il parle de la mort d'une manière différente. Du moins, je n'avais jamais vu la mort sous cet angle-là avant de le regarder. Il m'a fait pleurer par sa beauté, et toute beauté confondue. Je ne vais pas en faire un résumé, mais ce que j'ai vu dans ce film, c'est que la mort peut avoir une définition différente de celle que l'on a au premier abord, ici chez nous. La coutume mexicaine, dans ce film du moins, veut que chaque mort qui a quitté ce monde ait sa photo placée sur l'ofranda, un lieu de recueillement situé dans la maison. Ainsi, la personne qui est partie existe toujours, non pas physiquement dans le monde des vivants, mais dans celui des morts. Tant que quelqu'un de vivant se souvient d'elle, alors elle est en vie. Et quand la dernière personne se souvenant d'elle meurt à son tour, alors elle disparaît de ce monde. Si vous avez perdu un être cher, je suppose qu'il est présent dans votre tête, dans votre vie, et vous continuez à le faire vivre de par des souvenirs bien réels. On pourrait donc dire que leur vie rallonge grâce à la nôtre, jusqu'à être oubliée, et ainsi de suite. Je trouve que c'est une belle image poétique de voir la mort sous cet angle. Je n'apprendrai rien à personne en disant que nous allons tous mourir. Mais si nous allons tous mourir, sans ne savoir en plus quand ça nous tombera dessus, pourquoi est-ce que c'est si tabou ? Est-ce qu'en parler ne nous aiderait pas à la regarder en face et l'accepter plus facilement sans forcément qu'elle nous fasse si peur ? Alors, j'ai eu envie d'en parler, ou plutôt d'écouter quelques personnes parler de la mort. Cet épisode n'a pas été simple à réaliser. Ça m'a fait passer par beaucoup d'émotions différentes, mais je suis à ce jour heureuse de le partager avec vous. Et particulièrement contente de ces interviews, car vous allez entendre 3 personnes en parler de manière très différente. Vous allez entendre Marie-Hélène. Elle est gardienne de cimetière. Elle a toujours parlé de son métier avec sourire, en disant que le cimetière était un lieu plein de vie, ce qui m'a toujours semblé un peu curieux. Elle a une joie de vivre qu'elle arrive à placer dans beaucoup de situations, mélangée à une certaine sensibilité qui me touche beaucoup. Elle est très active dans son métier et fait son maximum pour aider les personnes qui se rendent au cimetière. Vous allez entendre aussi Christian, son frère. Christian est directeur de 2 EHPAD. Sa manière de voir les choses est d'une telle poésie que j'en ai du mal à trouver les mots pour le décrire. C'est quelqu'un qui observe, réfléchit et vit sa vie avec des bonheurs simples. Un beau modèle de vie à mes yeux. Et enfin, vous entendrez Manon. Après avoir effectué un master en éthique, puis un master du droit de la santé, elle termine actuellement un master en responsabilité médicale. La mort, en France, c'est aussi des lois, des papiers, des fins de vie qui peuvent être compliquées à accompagner. Manon nous parle de ses recherches et pourquoi c'est important de les faire à ses yeux. J'y ai appris beaucoup de choses. Avant de vous laisser en pleine écoute avec eux, je souhaitais simplement dire que nous parlons d'un sujet qui n'est pas forcément simple à entendre. La mort nous est très personnelle. Si vous avez perdu quelqu'un de cher ou que c'est un sujet délicat pour vous, alors peut-être que certaines paroles peuvent remuer certaines choses. Il n'y a rien de choquant dans tout ce qui est dit, mais je voulais simplement le signaler. Et si cela vous questionne, vous pouvez aussi écouter dans un premier temps la première partie, où ils vont plutôt décrire leur travail, puis voir si vous souhaitez prolonger ce temps avec nous et rentrer plus dans l'intime, avec leur vision de la mort, leur rapport à la mort, la peur, la joie et nostalgie, les émotions traversées, tout ça. Je vous souhaite donc une bonne écoute avec Manon, Christian et Marie-Hélène.
Donc je m'appelle Manon, j'ai 24 ans, dans quelques mois 25. Je m'apprête à terminer un master en responsabilité médicale à Paris 1, donc la Sorbonne en droit. Sur mon cursus, alors j'ai pas un cursus tout à fait linéaire comme la plupart des étudiants en droit parce que j'ai commencé par une licence de droit privé général, donc tout à fait classique après mon bac. Et à la fin de ma licence, sachant pertinemment que je voulais être avocate, mais à la fois attirée par la philosophie notamment, je me suis dirigée vers un master en éthique, donc qui était un master pluridisciplinaire entre le droit, la médecine, la philosophie et l'éthique du coup. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans. C'était un master à Nantes en partenariat avec l'Université de Montréal. Et après, j'ai refait un master 1 en droit de la santé à Bordeaux pour être sûre d'être bien calée en droit. Et puis voilà, donc là je m'apprête à terminer mon parcours dans quelques jours. Et puis j'espère que ce seront les derniers partiels que je passerai de ma vie. Voilà. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Christian, j'ai 60 ans. 60 ans, parcours professionnel un peu atypique. Effectivement, j'ai une formation de base de paysagiste. Et en fait, je me suis orienté vers l'âge de 28 ans vers l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Et j'ai dirigé pendant 21 ans ce qu'on appelle aujourd'hui des entreprises adaptées, donc dans le secteur industriel. Et puis, il y a maintenant, depuis 10 ans, je suis directeur d'EHPAD. Donc c'est un nom un peu barbare. C'est ce qu'on appelait à l'époque les maisons de retraite. Donc EHPAD, ça veut dire établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Donc c'est-à-dire qu'on accueille effectivement des gens qui sont très, très dépendants et très âgés. C'est-à-dire que les gens qu'on accueille dans nos établissements, en général, quand ils arrivent chez nous, en moyenne 85 ans. Alors qu'est-ce que c'est mon métier ? Alors directeur d'EHPAD. Donc l'EHPAD, c'est un établissement. Donc, comme je disais tout à l'heure, qui accueille des personnes âgées. En fait, c'est un lieu de vie qui est là pour faire en sorte que les personnes soient très dépendantes, soient très désorientées, puissent vivre leurs dernières années de vie dans des structures où on essaye d'être les plus humaines possibles, dans les conditions les plus humaines possibles. Donc en fait, mon boulot, moi, c'est de diriger 2 établissements. Un où il y a 68 résidents et l'autre il y en a 61. Ça fait sur un, j'ai une équipe de 50 salariés. Il y a une équipe de 50 salariés et l'autre une équipe de 42 salariés à peu près. Donc en fait mon boulot, moi, c'est d'organiser, d'encadrer les salariés en fait, pas le planning mais l'encadrement juridique, législatif, tout ce qui est financier aussi. Parce qu'on est sur des établissements qui ont des budgets conséquents mais insuffisants. Donc on est très très vigilant sur toutes les dépenses, parce qu'on a des moyens qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on devrait avoir. Je m'appelle Marie-Hélène, je travaille dans la collectivité, c'est pour la ville de Brest depuis 81. Depuis 81, donc ça fait bientôt 40 ans. J'ai fait différents métiers, donc j'ai commencé par l'animation enfant, j'ai fait en fait tous les publics, j'ai fait adultes, personnes âgées, en EHPAD. Et là, je connaissais pas trop c'était foyer logement quand j'ai commencé. C'était foyer logement, c'était pas aussi médicalisé que l'EHPAD. Donc, c'est des personnes âgées valides. Et donc là, je me suis éclatée au niveau de l'animation. J'étais secrétaire et animatrice. Et donc, je donnais des cours de gym, de chant, Et ensuite, je me suis dit l'animation à 50, donc j'arrivais à 50 ans. Donc l'animation, je me dis c'est vrai que ça demande de toujours se remettre en question, d'être toujours dynamique, je me dis à 50 ans, il me reste encore plus de 10 ans à faire, donc je me suis dit je vais peut-être, puis ça avait changé aussi, le foyer logement était passé en EHPAD, c'était médicalisé, plus compliqué pour moi. Parce que j'avais pas vraiment les diplômes, j'étais animatrice mais j'avais pas les diplômes, j'étais à mi-temps, j'y trouvais pas mon compte. Donc je me suis dit je vais peut-être travailler autrement et j'ai travaillé au service état civil décès cimetière. C'est-à-dire je m'occupais de faire les actes de décès. J'ai fait ça pendant 2 ans et je me suis rendu compte au bout de 2 ans que l'atmosphère des bureaux, ça collait pas avec ma façon de voir les choses et avec des tensions, des personnes méchantes, voilà, désagréables. Donc du coup, j'ai eu cette opportunité
je voulais partir du service et on m'a proposé de venir travailler dans un cimetière en tant que gardien. Le travail de gardien, à la base, c'est tu renseignes les gens sur leurs concessions. Après, tu les diriges, tu les renseignes quand il y a des dégâts sur leurs monuments, tu peux les renseigner. Et tu fais les inhumations aussi, les inhumations donc en case de columbarium, en pleine terre ou caveau. Tu es obligé d'être présente en tant qu'agent d'état civil, tu es obligé d'être présente lors d'une inhumation. Donc en fait, pourquoi l'éthique ? C'est parce qu'il se trouve qu'en licence 3 au début, j'avais choisi une option qui était la philosophie du droit, qui est très, très, très intéressante. Et puis mon professeur avait décidé de faire un chapitre sur la manière dont le droit appréhendait la mort. Donc c'était tout à fait intéressant. Et voilà, et puis c'est un peu par hasard, on se figure pas forcément, mais à la fin de la licence, en fait, vraiment le choix du master, ça peut être compliqué, parce que c'est une chose de vouloir être avocate, c'en est une autre de savoir dans quoi on veut l'être, et puis aussi de savoir quel domaine nous intéresse en droit, sachant qu'en licence, c'est très très généraliste, on touche à tout. Et de fait, on n'a pas vraiment... sauf si on a une passion pour le droit pénal ou pour le droit des contrats, le droit des obligations, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu désarçonnant de faire un choix. Et du coup, j'avais pris cette option en plus et j'avais vu cette plaquette pour le master d'éthique auquel j'avais candidaté spécifiquement parce que justement, ils avançaient le fait qu'on pourrait notamment travailler sur la fin de vie. Et je m'étais dit, ça a l'air intéressant, et ils nous donnaient la possibilité de faire des stages, en fait. Le droit est très intéressant, mais c'est vrai qu'à une fin de licence 3, quand on a été pendant 3 ans dans les bouquins, j'avais envie d'aller sur le terrain. J'avais fait quelques stages en cabinet d'avocat, ça m'avait intéressée, mais j'étais arrivée à un point où cette licence m'avait tellement drainée que je me disais, si je pars bien en tête dans un master très... cartésien, terre à terre, ça va peut-être me dégoûter et peut-être que je ne serai jamais avocate du coup. Et donc, quand c'est mon copain qui m'a donné cette plaquette, il m'a dit écoute Manon, tu pourrais tenter. Mais je me suis toujours dit, et c'était vraiment mon fil rouge, c'est compliqué en fait de faire valoir maintenant, en France surtout, la pluridisciplinarité en droit, c'est vraiment compliqué. Et puis, on connaît tous cette difficulté d'assumer des choix pas de reconversion, mais de prendre un peu des chemins parallèles. J'ai fait toujours en sorte de construire mon parcours universitaire autour d'un fil rouge qui m'a permis de justifier mes choix. Je voulais montrer que mon projet c'était ça et que c'était introduire de la pluridisciplinarité, ne pas lâcher le droit mais montrer que le droit et l'éthique étaient complémentaires, que l'éthique pouvait intervenir quand le droit, on ne pouvait plus... le droit, on était à bout de souffle, on ne savait pas quoi faire avec la loi qu'on avait. La médecine ne nous aide pas non plus, qu'est-ce qu'on fait ? On a l'éthique et du coup, sur des cas compliqués, comment on agit ? Oui, alors donner une définition de l'éthique, je sais pas, mais je vais essayer En tout cas, c'est ma perception de l'éthique. Pour moi, l'éthique, c'est typiquement donc à l'hôpital, on a un cas compliqué. D'abord, on va s'en référer à la médecine, bien sûr. Comment on agit pour tel patient ? Quelles sont les données acquises de la science qu'on a à l'heure actuelle pour pouvoir faire en sorte d'aider ce patient ? Bon. Il y a la médecine et puis des fois il y a le droit qui vient l'encadrer, du coup la médecine, pour pas qu'il y ait de débordement, pour que les choses se passent au mieux, mais que surtout les intérêts de chacun soient au mieux protégés. Et puis il y a des cas où en fait le droit nous n'est plus d'une grande aide, la médecine non plus, et du coup l'éthique intervient. Et moi c'est vrai que j'ai appris l'éthique à travers un prisme de réflexion qui a été théorisé par Beauchamp et Childress. Et en fait on a 4 grands principes, donc c'est l'autonomie, la justice, la bienfaisance et la non-malfaisance. Et en fait l'idée de l'éthique c'est de faire en sorte que ces 4 principes, aucun des principes n'est supérieur à l'autre, et en fait il y a un équilibre entre ces 4 principes en fait. Et quand on prend en charge un être humain, un patient, on va s'interroger, est-ce que son autonomie est respectée ? Donc est-ce que l'acte qu'on fait est en congruence même avec le projet qu'il a lui-même décidé ? La bienfaisance et non la bienveillance. La bienfaisance, c'est le fait de se rendre compte qu'on ne fait pas de mal à cette personne par les choix qu'on fait. La non-malfaisance, c'est l'inverse. Et puis, le principe de justice, et moi je trouve que ça s'inscrit très bien dans un système de soins, a fortiori on le voit avec le Covid, c'est le fait que les soins qu'on prodigue à un patient X sont susceptibles d'altérer les soins qu'on prodiguera à un patient Y parce que on a des ressources limitées.
Et l'éthique, c'est essayer de trouver une congruence entre ces 4 grands principes afin de respecter tous les intérêts en présence et faire en sorte que la décision qu'on prend est la plus bonne possible. Pas la meilleure, mais la plus bonne possible. Je prends l'exemple plutôt des d'EHPAD de Fontevraud, où je travaille depuis maintenant 10 ans. C'est une structure où on est en mesure d'accompagner les personnes jusqu'à leur fin de vie. C'est-à-dire que, parce que même si l'établissement effectivement est un lieu de vie, c'est un lieu où la personne va finir sa vie automatiquement. Ce qui fait que nos établissements ont un peu une mauvaise presse à cause de ça, parce que quand les gens rentrent chez nous, ils savent que c'est leur dernière demeure. Donc c'est une période un peu difficile. Donc l'accompagnement de fin de vie est surtout réalisé par les salariés, qui font d'ailleurs un travail assez admirable, de pouvoir accompagner les résidents jusqu'à leur dernier souffle parfois. Alors il y a des cas où les familles sont présentes, donc là c'est entre guillemets plus simple parce qu'on s'arrange pour que les familles puissent accompagner la fin de vie, c'est-à-dire que quand on sent que la personne va nous quitter, on va permettre aux enfants de dormir sur place, donc de pouvoir accompagner jusqu'au dernier souffle leurs parents. Donc des fois c'est pas toujours le cas, pas toujours possible, donc c'est les salariés qui accompagnent en fait. Donc l'accompagnement de fin de vie se fait, on essaye d'être le plus serein possible. Alors toutes les morts ne sont pas identiques, on a des morts qui sont apaisées, des morts qui sont angoissées, des gens qui sont angoissés avec l'arrivée de la mort, donc il y a des morts qui se font encore dans la souffrance. Malgré tous les systèmes que l'on a aujourd'hui pour apaiser la douleur, et là-dessus on est plutôt bon en général, on a des suivis par des structures de soins palliatifs qui interviennent dans nos établissements pour nous aider dans l'accompagnement. Mais malgré tout, il y a certaines fois, malgré tous les traitements qu'on peut mettre en place, il peut y avoir quand même de la douleur. Et ça, c'est compliqué. Dans notre culture, aujourd'hui, on attend à ce que l'on puisse mourir alors dans la dignité, c'est une chose, mais aussi sans douleur. Mais malheureusement, ça ne marche pas à chaque fois. Et ça, ce sont des morts qui sont très compliquées. Compliquées pour les salariés. Parce que malgré tout, nos résidents, pour certains, vivent auprès de nous déjà quasiment, pour les salariés, 8 à 9 heures par jour. Et ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc effectivement, automatiquement, on a des liens avec ces personnes-là. Donc quand ils nous quittent, c'est quelqu'un qu'on connaît qui s'en va. On peut être affecté par les décès, on est affecté par les décès, systématiquement. Alors ça, pour nous accompagner, on a des équipes de soins palliatifs qui interviennent éventuellement. Quand on a des décès difficiles, on les fait intervenir pour qu'il y ait un échange de paroles, en fait. Ça fonctionne sur le système un peu de groupe de parole. On va dire, voilà, on va exprimer son ressenti, en fait, qui va permettre après de passer à autre chose. Et dans l'établissement, on a une réunion toutes les semaines. On va échanger sur l'accompagnement des personnes de l'établissement. Et s'il y a une fin de vie qui était difficile, c'est le moment où on échange, en fait, décharge de leur fardeau, en fait. Ouais, effectivement, j'ai tendance à dire qu'effectivement, que pour moi, la mort, c'est une collègue de travail, en fait. Alors bon, il y a des périodes plus difficiles. La période qu'on a vécue avec le Covid a été très compliquée. En fait, quand on accompagne une personne âgée, on sent à partir de quand on commence à décliner. On sait qu'elle va nous quitter dans les 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc on se prépare, ce qui fait que le jour où elle part, on n'est pas surpris. Pendant le Covid, on a des gens qui sont partis très rapidement, de façon très, très rapprochée, très coupée. En fait. Et là, on n'a pas eu le temps de se préparer. Et ça a été très dur, et c'est pas encore accepté un an plus tard, c'est pas encore accepté par des salariés. Oui, c'était un vrai choc, en fait, parce qu'on ne peut pas se préparer. En fait. Logiquement, en fait, quand les personnes mouraient du Covid, les familles n'avaient pas le droit de venir voir le corps. Ils n'avaient même pas le droit d'accompagner, en fait, à la fin de vie. Alors moi, dans les 2 établissements que j'ai dirigés, j'ai fait en sorte qu'au moins un enfant puisse venir pour accompagner la fin de vie, pendant toutes les précautions nécessaires, bien sûr. Entre guillemets, on a transgressé la règle, en fait, parce qu'on estimait que c'était inhumain de laisser mourir la personne toute seule, c'était pas humain. On avait, entre autres, alors c'est assez sordide comme exemple, mais par exemple, quand le corps décédait, on n'avait pas le droit de l'habiller, il fallait qu'on le mette dans une housse plastique, comme dans les mauvais films américains. Et pour nous, quand une personne décède, on sait quel vêtement elle désire, dans quel vêtement elle désire être mise, par exemple. On prévoit toujours en amont quel vêtement elle va porter le jour où elle est décédée. Et les équipes ont vraiment à cœur d'avoir cet élément-là, parce que pour eux, c'est la finalité de leur travail, en fait. C'est-à-dire qu'elles vont accompagner jusqu'au bout, non pas au-delà du décès, en fait, elles vont après préparer le corps. Elles vont habiller la personne avec un vêtement qui la représentait. Et là, par exemple, pendant le Covid, en fait, les salariés avaient interdiction de toucher au corps, mais en fait, ils ont désobéi.
Ils ont quand même habillé les personnes avant de les mettre dans les housses plastiques. Donc et ça, j'étais plutôt content qu'ils le fassent. Ouais. J'ai pas su, au moment donné. Ils m'ont dit après, en me disant, Monsieur Gagi, on a désobéi. Et je dis, vous avez bien fait. Il faut savoir que le cimetière, alors moi j'appelle ça mon jardin. Je suis dans mon jardin. C'est vraiment, c'est comme ça que je le vois. Parce que déjà, il y a des tombes qui par rapport à mon bureau me tournent le dos. Ok, oui. Et moi, ce sont des monuments, ce sont des pierres, donc j'ai pas, je vois pas le cimetière comme quelque chose de glauque. C'est parce que je pense un cimetière doit pas être, on doit pas penser la mort. C'est un lieu aussi où des vivants viennent s'y rendre. Donc du coup, c'est vrai que, comme je dis aux gens, en fait, c'est pas les morts, c'est les vivants, ceux qui viennent dans le cimetière qui m'intéressent, dont je me Avec préoccupe. qui tu aimes discuter. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent vraiment régulièrement dans le cimetière et c'est leur sortie de la semaine ou plusieurs fois dans la semaine, donc c'est leur sortie. Depuis 8 ans là que j'y suis, ah oui, il y a des liens. Et puis j'ai des personnes qui viennent me voir régulièrement et puis qui me font, même si elles voient que je suis occupée, elles me font des petits signes. Enfin, et ça, voilà, c'est ça que dans un cimetière, il faut donner cette vie-là et qu'on reconnaisse. Je trouve que c'est important de pouvoir reconnaître les gens parce que c'est un lieu où ils viennent par exemple pour une inhumation. Donc il y a du monde dans l'animation. Après, ils se retrouvent seuls à venir voir leurs défunts. Et donc pour moi, là c'est important de créer ce petit lien après et puis de demander comment ça va, enfin, si ça se passe bien. Enfin, c'est une question délicate à poser parce que quand tu demandes ça va, tu leur demandes ça va à ce moment-là. Au début, je ne savais pas comment m'y prendre. C'est vrai que les mots sont importants à ce moment-là. Et puis bon, alors tu mets un peu la compassion, l'empathie. Tu essayes de... bon alors, c'est pas trop dur. Enfin, tu vois, et donc après, la personne, soit elle accroche. Là, il y a une accroche. Et puis là, elle va discuter avec toi. Sinon, je respecte. Il y en a, non, ça va pas. Et puis qui partent, voilà. Et je pense là avec les années, j'ai appris donc ce contact-là. C'est pas simple parce que ces personnes-là viennent te transmettre leur peine. Et moi, j'essaye en fait quand ils partent. Souvent, j'ai cette réflexion, quand j'ai discuté avec eux, on parle du défunt, en fait, on le fait revivre par rapport à la parole. Donc, du coup, on parle, et puis, de comment la personne elle est, et on arrive comme ça à avoir des discussions. Des fois, ça va très loin, hein, moi, j'ai des personnes qui pleurent dans mon bureau, qui se lâchent, quoi. Et moi, je leur dis, mais c'est pas grave. Et puis, elles sont gênées de pleurer devant moi, mais je dis non, mais vous inquiétez pas. Et je dis, lâchez prise. Là. Vous l'avez peut-être pas lâché avant, mais là, si vous pleurez. Et quand ils partent, ils sont contents d'avoir discuté, d'avoir parlé, et puis, en fait, ils me remercient. Et puis, moi, ça me suffit. J'ai l'impression d'avoir... fait mon travail quelque part, et d'avoir aidé. Et moi, ça me convient en fait. Bon, je te dis pas que... Il y a des moments où c'est compliqué. Hein, ça dépend beaucoup des décès qu'il peut y avoir. Hein. Parce que quand les parents viennent te parler de leur enfant, qu'il ait 18-20 ans ou même des bébés. Là, ça me bouleverse un peu plus. Et ça c'est quelque chose, j'ai plus de mal. Mais je suis à l'écoute, en fait. J'écoute quand même. Et puis, il y a des fois à la maison, je cogite hein, la nuit, surtout au début. Est-ce que j'ai bien écouté? Est-ce que j'ai bien répondu? Alors du coup, la première année... donc j'ai intégré une équipe mobile de soins palliatifs. D'ailleurs, je suis très reconnaissante vraiment de la confiance qu'ils m'ont fait. J'ai intégré l'équipe mobile. Donc en fait, moi, mon projet, c'était de dire, je veux voir en quoi la loi peut être
dissonante, le texte législatif peut être dissonante avec la pratique, et pourquoi, et je vais donner la réalité du terrain. Je venais le matin, on arrive dans le service, là il n'y avait pas de patient dans le service, c'est pas l'image qu'on a où on pense que tous les lits sont sur le côté, voilà, l'équipe mobile intervient partout, sauf en pédiatrie à Nantes, et tous les matins on avait un staff où on prenait les dossiers qu'on nous avait donnés toute la journée, la veille, ou le soir, ou la nuit. Et puis, telle situation, monsieur X a besoin qu'on intervienne parce que là, on sent que la famille a besoin d'un besoin social, ils ont besoin d'être guidés. Là, on sent que le traitement de la douleur, il y a des lacunes, l'équipe n'arrive plus à gérer la douleur de monsieur, donc il faut qu'on intervienne. Il y a une demande d'euthanasie et ils ne savent pas quoi en faire. C'était tout ce genre de situation, et puis en fait à chaque fois on intervenait en binôme. Quel était le binôme qui convenait le plus au patient? Il a une demande de voir un psychologue, hop, on envoyait un psychologue de l'équipe, et puis des fois c'était l'assistante sociale et un médecin, des fois c'était l'infirmière et l'assistante sociale, voilà. Il y avait ce fonctionnement là. Et la deuxième année, du coup, j'ai été en équipe mobile et en unité fixe, donc là l'unité qu'on se figure, le service avec les chambres et tout, et en fait j'ai fait un super travail, avec le docteur, je la cite, je sais pas si elle veut bien, mais bon, c'est vraiment, j'ai fait le travail avec elle, on a fait un travail de recherche toutes les deux sur la sédation profonde et continue, pour mettre en avant en fait la pluridisciplinarité avec le droit, la médecine et l'éthique, et elle a apporté son point de vue de médecin, moi j'ai apporté mon point de vue de juriste, et puis on faisait toutes les deux le master d'éthique, donc en fait on a apporté aussi la question de l'éthique à l'intérieur, mais vraiment c'est un accomplissement ce travail, je suis très fière et très reconnaissante. Voilà, exactement. Ça arrive du coup que tu as des patients qui demandent l'euthanasie. Oui. Et du coup, comment ça se passe? Eh ben, c'est manifestement inapproprié. Donc, c'est pas pris en compte. Il n'y a pas le droit de répondre à sa demande. Non, voilà, parce que c'est illégal. C'est illégal, c'est manifestement inapproprié. Voilà. Donc, ça a été une protection. Voilà, c'était pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas ce genre de situation, parce que c'est le cas des gens en rédige qui veulent accéder à une euthanasie. Et puis, Après. Il y a un nouveau droit qui a été introduit par la loi Claes-Leonetti, du coup. Et c'est la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Et ça, c'était l'objet de mon deuxième travail de recherche. Leonetti disait que c'est le droit de dormir pour ne pas souffrir. Mais ce n'est pas une euthanasie. Parce que, alors déjà, la sédation profonde et continue est encadrée dans un cadre très strict, légalement. C'est-à-dire que vraiment, il faut répondre à des critères très précis, mais c'est inutile que je les précise là, mais voilà. Donc déjà, c'est très encadré. Parce qu'en fait, le processus, c'est qu'on va titrer un sédatif chez une personne. Titrer, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs injections. Ce qui est complètement différent de l'euthanasie, parce que l'euthanasie, on fait une injection létale, et voilà, c'est fini. La sédation, on va sédater le patient, il va s'endormir profondément, si je puis dire. On va suspendre les traitements de support vitaux, notamment la nutrition et l'hydratation artificielle, et la personne va mourir en dormant. Pour faire simple, va mourir sédatée, du moins. Moi, je ne sais pas si c'est en dormant, mais sédatée. Voilà. Okay. Et du coup, c'est déjà une avancée pour je pense, les gens qui souhaitaient avoir accès à une euthanasie. Mais c'est encore questionnant, parce que le problème, c'est que les conditions rendant possible l'accès à une sédation profonde et continue sont vraiment très limitées. Il faut être dans le cadre d'un pronostic vital engagé à court terme, une maladie grave et incurable. Et voilà, donc c'est vraiment très très spécifique, tout le monde ne peut pas y avoir accès. Ça met de côté, en effet, toutes ces personnes qui sont dans la situation d'entre-deux. Parce que finalement, je pense que les gens qui demandent à être euthanasiés, qui demandent à avoir accès à l'euthanasie, ce qui est une demande tout à fait louable, ça leur appartient, je pense qu'ils veulent éviter des états de dégradation insupportables. Et pour l'instant, l'état du droit, par une sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, qui a été légalisée, moi je trouve que c'est une avancée formidable, mais c'est un peu aussi nier les situations d'entre-deux et nier toutes les personnes qui partent à l'étranger pour aller se faire euthanasier. Ça répond pas en tout cas à la demande de certains Français. Le deuil se fait différemment suivant les personnes. Il n'y a pas une règle, c'est l'acceptation. C'est vrai que, en fait, moi, je vois, par rapport à la mort, faut savoir, je suis pas croyante, je suis athée. Et ça, je le dis à certaines personnes, parce qu'on a amené à parler de sujets, des sujets de conversation sur la mort régulièrement. Et c'est vrai que moi, pour moi, la mort, en fait, on est là de passage sur la terre. On est là de passage.
Et de toute façon, il y aurait pas la vie s'il n'y avait pas la mort. C'est pour ça que je dis qu'il faut profiter de la vie tant qu'on est là. C'est ce qui donne un sens à la vie. Parce qu'il y en a qui n'acceptent pas la mort, mais c'est la loi de la vie, c'est ça, hein, la mort c'est... Après, ce qui se passe après, parce quand je dis je suis athée, on me dit mais comment tu peux vivre en ne croyant en rien? Bon, je dis que je crois pas en rien, je crois en la vie, déjà c'est beaucoup. Mais j'ai pas besoin, j'ai dit, de croire en un Dieu, Mais par contre, quelque chose de très important, c'est que je respecte ceux qui croient. Oui. C'est ce que je leur dis toujours, mais par contre, vous pensez ça, chacun pense ce qu'il veut. Voilà, ce qui se passe après la mort, on n'a pas été voir, on ne sait pas, après il y en a toujours qui... Donc pour moi, je suis assez cartésienne là-dessus, voilà, après la mort, je me dis des fois, pourquoi pas se transformer en dauphin ou en papillon, c'est pas mal. Mais c'est l'idée, voilà. Tant que je ne suis pas touchée personnellement, c'est vrai que ça... Quand ça te touche personnellement, la mort me fait quand même... En fait, c'est pas le fait de mourir, c'est le fait de perdre quelqu'un. C'est le fait de perdre quelqu'un que tu sais que tu vas pas la revoir, en fait, cette personne-là. Quand c'est quelqu'un de proche, c'est douloureux. Maintenant, c'est vrai que je vis ça quand même régulièrement, les inhumations. Donc, j'ai peut-être peut-être pas... Si, je suis sensible quand même, faut pas... Parce que le jour où j'ai, par exemple, perdu mon père, je me suis protégée. Quand il y avait des inhumations dans le cimetière, pendant quelques mois, il a fallu que je prenne du recul, que j'entende pas les discours, que j'entende pas les musiques. Ouais. Je pleurais. C'est vrai que cette période-là, pour moi, a été difficile. Je me suis dit, je sais pas si je vais pouvoir continuer. Je suis trop sensible. Parce que sinon, bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui décèdent que je connais, mais c'est vrai que c'est pas... Mais quelqu'un de proche, je pense que ça m'a un petit peu... ça m'a bouleversée, oui, c'est vrai. Comment j'ai découvert la mort, moi. Parce que, en fait, il faut savoir que moi, j'ai pas vraiment eu de contact avec la mort dans ma petite vie jusqu'à l'âge de 40 balais, quoi, 40 ans. Mes expériences, c'était... mon grand-père. Mon grand-père, j'avais 11 ans quand il est décédé. C'est quelque chose qui m'a marquée parce que je ne sais pas si on m'avait imposé de le voir ou si c'était moi par curiosité, je ne me rappelle plus, qui a voulu le voir. Il était allongé sur son lit et c'était le premier défunt que j'ai vu, c'était mon grand-père. Et ça m'a choquée en fait, ça m'a choquée. Tu sais, avant, on faisait les processions de l'église jusqu'au cimetière et je me souviens, je pleurais parce que voilà, mon grand-père, ça faisait 11 ans que je le connaissais et puis je me suis rendu compte qu'il n'allait plus être là, quoi. Et je me souviens petite de cette image où je suis la procession et en pleurant et voilà, je me disais, la mort, voilà, je sais pas ce que je pensais à cette époque-là, à ce moment-là, mais... Ça m'a quand même perturbée pendant des années parce que quand j'ai commencé à travailler en EHPAD, j'avais mon responsable qui était, lui était psychologue en gérontologie. Donc, faut savoir, moi, mon boulot c'était l'animation. Donc, animation, ça veut dire donner de la vie. Et puis, à un moment donné, des personnes âgées meurent et il me disait, ça serait, est-ce que tu as envie d'aller les voir et moi je lui dis, je vois pas ce que ça va m'apporter de les voir décédées, de les voir mortes, alors que on a été ensemble, je dis, je vois pas ce que ça va m'apporter de les voir décédées. Du coup, il y a une fois, j'ai pris sur moi, je suis allée voir une personne que j'aimais beaucoup, je suis allée la voir dans sa chambre, sur son lit, quoi, et je me suis dit, non. Je me suis quand même, pour un peu me guérir de ça, je me suis dit, je vais y aller, et puis je vais, voilà, face à ça, et j'y suis allée, et puis en fait, j'ai pas de... Non. Je préfère garder dans ma mémoire la personne vivante et avoir l'image
le visage de la personne en Ouais. vie plutôt que de voir ce visage fermé. Il n'y a plus d'expression, c'est plus là. Et voilà, donc ça c'était ma deuxième expérience et je dis non, c'est pas. Et après c'était mon papa, donc là c'était. Bon, c'est encore une étape touchante. Et puis et je suis allée le voir et j'étais pas toute seule, hein, j'étais avec ma sœur et donc on s'est soutenus et en fait on était un peu détachés par rapport. En fait, on se racontait les histoires qu'on a pu avoir. Même, c'est vrai que de voir mon papa comme ça, en fait, il était beau en plus. Il était beau. Il y a aussi la manière dont. Parce qu'ils ont un sacré boulot. Parce que moi, mon boulot de gardien, je dis c'est une chose, mais je trouve que ceux qui font les. Ceux qui habillent et qui préparent voilà, le corps. Je Ouais. ne me rappelle plus leur nom, mais voilà, c'est vrai que ça, c'est un sacré boulot, quoi, de mettre. J'en parle des fois avec eux, et c'est vrai que c'est pas simple de faire la personne soit comme si elle était en train de dormir. Et donc, j'ai l'impression que mon papa, oui, il dormait. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai vu. Et puis après, on se met des barrières. Hein. De par mon parcours personnel, individuel de vie, en fait, je pense que je peux dire que j'ai été confrontée à la mort, ma mort, 2 fois. Une fois très très jeune, et puis une fois, il y a peu de temps, j'ai eu un grave accident et du coup, j'ai frôlé la mort. D'un point de vue personnel, du coup, j'étais pas étrangère à la mort et je pense que depuis très longtemps, j'ai une conscience de la gravité de la vie, dans le sens où on peut mourir à tout moment. Toujours. Je l'ai toujours eu. Et puis du coup, c'est un fardeau parce que je suis pas quelqu'un de léger. Je suis pas insouciante. Je sais qu'on meurt, je sais que nos proches meurent, je sais que la mort, c'est pas que ce qu'on voit dans les films. Mais ça, je l'avais depuis très très longtemps. Je suis passée sur les 2 années par plusieurs phases. Donc c'est vrai que quand j'ai intégré l'équipe mobile, d'un point de vue très personnel, moi j'avais cette angoisse existentielle, je pense, de mourir, clairement. Et en fait, c'est marrant parce qu'on dit souvent, y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit là-dessus. Si ça t'intéresse, je pourrais te donner des auteurs. Mais notamment, il y a Elisabeth Kubler-Ross qui a écrit là-dessus et qui dit voilà, il y a 3 grosses angoisses avant de mourir que les gens ont. Ou de mourir, enfin la peur de mourir peut se matérialiser par 3 grandes angoisses. Donc il y a la peur de souffrir. Il y a la peur de laisser ses proches, puis la peur de les perdre. Et puis il y a la peur de ne plus exister. Et dans les divers cas qu'on rencontrait, beaucoup de gens avaient la peur de souffrir et la peur de perdre leurs proches. Mais moi, en tout cas, j'ai moins l'impression qu'elle a été exprimée, cette peur de ne plus exister en tant qu'être. Et alors moi, ça me faisait crier de l'intérieur. J'avais envie de leur dire, mais vous n'avez pas peur de ne plus être? Parce que alors moi, c'était ma crainte. Et je me souviens parce que je me disais, il y a une chose d'avoir conscience qu'on va mourir. Vraiment, il y a une chose, tout le monde sait qu'on va mourir, on le dit tous, c'est dans les médias, c'est dans les machins. Mais de comprendre, de méta-analyser sa situation, de se dire oula, je suis un être mortel, et là d'incarner le fait que je peux mourir, je vais mourir, je suis un être. C'est dur à dire à travers les mots, mais j'avais ces sortes de moments où je réalisais que en fait je vais mourir et je ne vais plus être, je ne serai plus là. Manon ne sera plus là, et ça, moi, ça me. Et quand je voyais ces gens, j'avais envie de dire mais vous n'avez pas peur de ne plus être? Alors, très probablement, bien évidemment, c'était une de leurs angoisses sous-jacentes. Mais c'était pas la première qui s'exprimait. Alors que moi, vraiment, c'était rédhibitoire. C'était vraiment ça. C'était pas de souffrir. Ouais, et j'avais envie de dire, même des fois, je préférerais souffrir, parce que si je souffre, c'est que je suis en vie. Mais c'est vrai que moi, comme je voyais beaucoup de situations à travers eux vraiment dures, t'as une perte de sens à un moment. Déjà que moi, il y avait vraiment un questionnement réel. Là, t'as une perte de sens. J'en étais à me dire, mais... Et puis, t'as envie de secouer tous les gens autour de toi. T'as envie de dire, mais vous êtes tout légers, là, vous buvez des verres en terrasse. Mais on va crever, en fait. On va crever, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on va crever? Regardez bien. Et du coup, tout ce côté un peu glamourisé du vivre le moment présent, qui fait sa vie à fond. Moi, ça, je l'ai pas eu. Ça pendant au moins 1 an et demi. J'ai eu cette crainte existentielle de la mort qui s'est un peu atténuée. Donc maintenant, je sais que je vais mourir. Ça me donne pas plus envie que ça. Mais... on va dire que j'ai moins cette conscientisation de mon être qui va s'éteindre. C'est compliqué à mettre ça dans les mots, mais vraiment, il y avait vraiment un moment, une sorte de...
je sais que je vais mourir, mais je vis le fait que je vais mourir. Enfin, je le sens en moi, là. Je sens que je suis un être petit dans un cosmos qui... Voilà, je ne suis rien et je vais crever, quoi. Donc voilà, et donc du coup, ça c'était moi, personnellement, chez moi, à la maison, tout ça. Et puis quand on intervenait en équipe, donc là, dans le cadre plus professionnel, j'ai plutôt bien, sur le papier, vécu. Vraiment, ça allait. Et puis c'est finalement des situations qu'on ne s'attendait pas qui nous touchent. Et des situations où on s'attend que ça va être horrible, qu'on ne va pas réussir à se confronter à la vision de la chose. En fait, ça va, c'était vraiment assez aléatoire. Il y a des jours, Enfin, je me souviens d'une journée, c'était dans cette époque, mai-juin, je pense. Et puis, beaucoup de gens meurent d'un coup. Et puis, ce gars, il met cette patiente dans le sac mortuaire, et puis il part. Et puis ensuite, je me souviens, on retourne en salle, et puis là, il y a quelqu'un qui appelle, et puis je fais attention à ce que je dis, parce que je ne dois pas trop dire, mais quelqu'un qui appelle, et puis qui demande des nouvelles d'une personne, puis du coup, avec la médecin avec qui j'étais, on va voir cette personne, et en fait, cette personne est morte, et allongée, là, sur son lit, avec les yeux ouverts, et puis hop, après, on ressort, et puis, ah bah tiens, t'as un tel qui est mort, et puis... Et en fait, genre, je prenais, sans conscience, ça, c'est avec vraiment du recul, hein, je dis ça, et je me souviens, je suis redescendue dans le bureau qu'on occupait avec la médecin, je me suis assise, je me suis dit, je vais pas réussir à me relever, enfin... J'ai vraiment mis 2 temps à réaliser, et puis la violence de tout ça, puis en fait, après, je suis rentrée, j'ai bu un verre de vin, et j'ai dit, non mais là... faut que j'aille au cinéma, quoi. Enfin, j'ai dit à mon copain, faut que je fasse, ouais. Et en fait, du coup, comment j'ai réussi à... Comment je fais, en fait, plutôt comment je fais pour que ça revienne pas, ça, ou que ça me pourrisse pas. En fait, malheureusement, je suis pas quelqu'un de léger. C'est quelque chose que je regrette. Je suis pas insouciante, je suis pas... Enfin... Tu te poses beaucoup de questions. Oui, tout le temps. Je suis en méta-analyse tout le temps, donc de base... Et puis pour moi, la vie, c'est grave. La vie, c'est un combat. La vie, c'est noir un peu. Mais j'adore la vie, hein. Je suis quelqu'un de joyeux. Enfin, je veux dire, j'aime vivre, j'aime rire, j'aime boire, j'aime manger, j'aime faire la fête. Mais j'ai toujours cette toile de fond, cette gravité qui est vraiment en toile de fond de ma personne, fait que là, je suis moins anxieuse vis-à-vis de la mort, personnellement. J'arrive à avoir un point de vue très technique dessus, grâce au droit, à faire en sorte que les droits des patients soient les mieux respectés, mais voilà. Mais du coup, je pense que j'ai développé une forme d'hyperactivité. J'aime pas ce mot parce que c'est un peu à la mode à ce moment, mais d'hyperactivité, ça, je suis occupée tout le temps, quoi. Mon esprit est toujours occupé. Et je pense que si j'arrêtais de m'occuper... Ça pourrait revenir. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et puis moi, je me souviens de tout le monde, hein, de tous les gens que j'ai vus. Il n'y a pas un patient que je me souviens pas. Et pour moi, c'est une question de respect aussi. C'est trop important. Alors j'ai jamais eu peur de la mort en fait. Jamais. Mais non, j'ai jamais eu peur de la mort. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai toujours pensé que je mourrais jeune. Dans ma tête, je pensais que je mourrais jeune. Bon, je suis plus très jeune. Je peux me permettre de dire que c'est un peu trop tard. Mais effectivement, ça faisait partie de ce que j'avais en tête. Non, la mort ne me fait pas du tout peur en fait. Alors après d'ailleurs c'est toujours facile à dire comme ça, je ne sais pas quand ça va se présenter, comment je vivrai la chose. La mort d'un proche me touche. Et pour moi la pire des morts qu'il puisse y avoir c'est la mort d'un enfant par exemple. Je ne sais pas comment je supporterais ça si un jour ça m'arrive. Parce que je crois que c'est la pire des choses. Parce qu'il n'y a pas de logique en fait là-dedans. Donc je pense que la mort d'un parent, j'ai été confronté, donc, et de façon un peu rapide et violente, on va dire. Donc, ça m'a touché, ça me touche très profondément, ça me touche encore, effectivement. Mais pour moi, ça fait partie de la vie, en fait, la mort. C'est pas la fin de la vie. Comment je pourrais dire ça ? C'est un cycle, en fait. Déjà, pour moi, on meurt comme on vit. C'est-à-dire que si tu as une vie sereine, tu meurs sereinement. Si tu as une vie dans l'angoisse, tu vas mourir angoissé.
Et ça, on voit bien dans les fins de vie qu'on a, en fait. Souvent, les personnes qui nous quittent, qui ont été sereines, nous quittent sereinement. Et les personnes qui sont angoissées, automatiquement, vont se raccrocher à la vie, en fait, à ce qu'elles connaissent. En fait, la mort, elle est dure pour ceux qui restent, je pense. Pour la personne elle-même. Alors après, derrière, j'ai des convictions par rapport à ça, qui ne sont pas... qui sont pas dans les schémas classiques de ma famille, en fait. Je suis d'une famille, en fait, très, très cartésienne, très, très scientifique, je dirais. On dit, et je pense qu'on dit encore, que voilà, une fois qu'on est mort, on est mort. Aujourd'hui, j'ai une conviction qui progresse par rapport à ça. Je sais qu'on est mort, Christian, en fait, il va mourir physiquement, son corps va mourir physiquement, ses pensées aussi vont mourir physiquement. Alors, ça va se retrouver dans la génétique de ses enfants, dans ce qu'il a pu penser, va se retrouver dans le comportement des enfants. Donc ça va se poursuivre comme ça. Mais en fait, je pratique depuis 10 ans un bouddhisme qui prône le fait que il y a quand même l'énergie qui reste, quoi, en fait. L'énergie qu'on a développée dans toute notre vie, elle reste. Elle va, à un moment donné, se transmettre à quelqu'un d'autre. Il y a une personne qui va prendre le chemin où on est arrêté, nous, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une progression des choses. Et c'est l'énergie, comme... j'ai vu il n'y a pas très longtemps une émission à la télévision très intéressante sur la fin de l'univers, entre autres. Ils expliquaient qu'effectivement, qu'à un moment donné, l'univers va se détruire. Et du coup, ça tout va revenir comme à l'origine, en fait, un amas. Et cet amas, à un moment donné, va de nouveau reformer des planètes. Je me dis, et comme on a ça, aussi pareil, dans tout ce qui est... la nature en général, c'est-à-dire que ça se reproduit constamment. Alors je me dis, pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Alors pas moi, Christian, mais l'énergie que j'ai mis dans ma vie, en fait, et dans le bouddhisme que je pratique, c'est de dire aujourd'hui, la personne va prendre la suite au point où j'en suis. C'est-à-dire que si j'ai progressé, si j'ai fait en sorte, parce qu'en fait c'est un bouddhisme qui défend le bonheur de l'humanité, en fait, pour le bonheur de l'humanité, et donc c'est de tout faire pour que le bonheur existe, simplement. Et donc tu fais tout pour ça. Alors tu rencontres plein d'obstacles, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et au point où tu es rendu, quelqu'un prendra la suite et ira plus loin. Voilà. Et du coup, ça veut dire que c'est plutôt un beau message qui est de dire qu'à un moment donné, à force de pratiquer comme ça, peut-être qu'on vivra sur Terre la paix. Voilà. Alors c'est vrai que c'est... alors c'est pas en opposition, mais c'est vrai que par rapport à tout ce que j'ai appris, j'étais très longtemps croyant en rien, etc. Donc j'ai changé en fait, de par la pratique, l'étude. Alors ça a aussi un avantage indéniable, c'est que effectivement, même si j'ai perdu mon père, que j'ai pas pu le voir avant qu'il nous quitte, je savais que je ne reverrais pas. C'est très surprenant. Je savais que je ne reverrais pas. Ça m'a affecté, bien sûr, parce qu'il est parti très vite. Mais en fait, dans notre pratique, j'ai une pratique logiquement 2 fois par jour. Alors, c'est pas toujours facile, on a du mal des fois à s'y astreindre. Mais en fait, on parle des morts, des défunts systématiquement. Et il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. En fait. Pas un jour. Parce qu'effectivement, alors à lui vivant. Mais du coup, ça te rend pas triste. Mais ça ne me rend pas triste du tout. Non, c'est pas du tout. Voilà, parce que je me dis aussi que tout ce qu'il a créé, c'est ce que je suis en partie, ce que sont mes frères et sœurs. Et ça, je trouve que c'est admirable. Il a bien réussi sa vie, en fait. Et que voilà, ça se poursuit différemment. Et peut-être que l'énergie qu'il avait va continuer par ailleurs. Donc je trouve que c'est important. Et je trouve que c'est une belle vision des choses, de pouvoir se dire que ça peut continuer différemment, mais c'est pas moi qui continuera, en fait. Parce qu'effectivement, mon corps ne sera plus. J'ai pensé à ma mort déjà, plusieurs fois. Pour moi, l'idéal serait de mourir en me promenant en montagne, par exemple. Vraiment partie des choses dans un milieu que j'aime, en fait. Mais ça pourrait être aussi bien un jour en m'asseyant au pied d'un arbre dans mon jardin. Voilà, tout simplement. Sans faire des choses très exceptionnelles, en fait. C'est de mourir comme j'ai vécu, avec les valeurs, quoi.
Ouais, je suis émue quand... Mais... Est-ce qu'une mort, c'est forcément triste? Non. Non, parce que... Parce que la mort, c'est d'une certaine manière la continuité de la vie et que... moi, je veux faire un parallèle parce que je crois que dans une de tes questions, c'était comment tu accompagnes... comment tu accompagnes les gens qui vont mourir ou... Alors, moi, je sais que du coup, ce que ça m'a donné... mes expériences passées ont fait que... Je dis beaucoup « je t'aime » maintenant. Je dis vraiment aux gens que je les aime, tout le temps. Mais sincèrement, enfin en conscience, mais parce que je sais que la mort est là. Donc tu vois cette dualité de gravité qui fait que je dis je t'aime, ça peut paraître léger, mais c'est parce que au fond je me dis, par exemple je déteste quand Roman part et que je lui dis pas je t'aime avant qu'il parte parce que je me dis il pourrait mourir. La mort est partout. Alors après en ce qui concerne est-ce que la mort est toujours triste? Non. Moi, je les ai pas vus de mes yeux, mais je sais que la médecin avec qui je bossais me le disait, et je la crois sur parole. Par exemple, les soins palliatifs, c'est pas qu'un lieu triste, parce que y a des mariages, il y a des bébés, il y a des moments de vie incroyables, en fait. Les soins palliatifs, c'est la vie. Et justement, c'est peut-être le moment, des fois, où dans leur vie, les gens vivent pleinement le moment présent. Quand les douleurs sont bien prises en charge, quand... Donc non, la mort n'est pas que triste, surtout quand les gens sont vraiment dans des souffrances insupportables. Je pense qu'il y a des gens, c'est un repos pour eux, et puis des fois, c'est simplement la fin d'une vie, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je vois ça avec mon arrière-grand-mère que j'ai perdue début décembre. Elle avait 99 ans. Elle est morte autonome, chez elle. Et puis à un moment, elle en a eu marre, quoi. Donc ça, pour moi, c'est ça, une belle mort. Enfin... Mais bon, on n'aura pas tous ce luxe-là. Mais c'est pas pour autant que les autres morts sont profondément tristes. Je pense que certaines morts sont injustes. Mais quand ça se passe, forcément là, moi je pense à mon arrière-grand-mère parce que c'est typiquement la situation rêvée. Je sais pas si c'est le terme, on va me trouver que je suis super glauque, mais envie de partir, voilà, quoi. en fait, alors elle a eu quelques souffrances sur la fin, mais franchement cette femme, elle a eu une vie extraordinaire, quoi, et autonome, sans douleur. Jusqu'à vraiment très très peu de temps avant son décès, et puis elle a eu accès à des soins palliatifs, et puis on a pu la voir, moi j'ai pu lui dire ce que j'avais à lui dire, ça c'est des belles morts, enfin des morts heureuses si on peut dire, quand tout le monde a pu dire ce qu'il devait dire, quand les droits de chacun sont respectés. Une mort apaisée à mes yeux, oui, peut être quelque chose de pas triste, et puis si on n'avait pas la mort, on n'aurait pas la beauté de la vie non plus, quoi. Enfin c'est vrai, c'est cliché, mais c'est vrai. Tu peux avoir des moments, comme on l'a eu pour le décès de papa, hein, c'est pour la sépulture en fait, il y a eu des moments drôles où on se permet de rigoler, et ça c'est important parce qu'en fait c'est aussi pour moi rendre respect à la personne qui était mon père, parce qu'en fait mon père était quelqu'un de drôle, qui avait un humour. Et on a eu quelques petits gestes qui nous ont tous rappelé notre père, hein, qui nous ont tous fait rire. Et je pense que des fois, ça pourrait sembler complètement déplacé, mais pourtant, c'est la vraie vie, en fait. Hein. C'est-à-dire que pour moi, faire ça, c'est rendre mémoire à mon père, en fait. Moi, je me rappelle très bien que, effectivement, quand il était dans son cercueil, il était super bien peigné, je n'ai pas pu m'empêcher de le dépeigner. Parce que je trouvais que c'était pas lui, en fait. Donc je l'ai pris, et puis j'ai remis ses cheveux... parce que je dis, ah ouais, c'est bon, je te reconnais, c'est toi. Donc, et dans cette journée-là, il y a eu plein de petites anecdotes, en fait, qui nous ont tous fait sourire à un moment donné. Et moi, je trouve que c'est lui rendre hommage, en fait, de penser comme ça. Et c'est pour ça que je suis pas triste, parce que, il a eu une belle vie. Il est parti, il savait qu'il allait partir, il n'a rien dit à personne. Il a voulu faire sourire personne. Il est parti comme il l'a vécu, en fait. Hein, mais je trouve que c'est vachement honorable, quoi. Même à la maison, on en parle. Hein. Parce que justement, il ne faut pas que ce soit tabou. Moi, je vois beaucoup de gens, de personnes âgées un petit peu en détresse, enfin détresse entre guillemets, qui viennent me voir parce que leurs enfants ne veulent pas entendre parler de leur propre mort aux personnes âgées, donc de leurs parents, quoi.
Et alors, je trouve que c'est super important de se préparer, parce qu'on des fois, on ne décide pas de ce qu'on vit, on décide pas. Mais si on peut décider comment on veut mourir, moi je trouve c'est... Souvent je leur dis ça, vous avez raison de faire cette démarche, de venir me demander, moi gardienne, de venir me demander ce que vous voulez pour votre mort. Je leur donne toutes les solutions qu'il y a, et après, elles n'ont pas pensé à certaines choses, et du coup c'est... Et je leur dis, faut en parler à vos enfants. Ah non, mais c'est pas possible. Ah, mes enfants, ils veulent pas m'entendre. Alors du coup, elles sont un peu désemparées, ces personnes-là, parce que je dis, mais vous pouvez, il n'y a même pas moyen de lancer ça, je sais pas, au moment du dessert, lors d'un repas familial, ou vous n'êtes pas obligé de rester tout le repas à parler de la mort, mais je dis, ça serait bien que vous puissiez parler de ça à vos enfants. J'essaye, je les pousse un petit peu. Elle me dit, ah non, j'ai déjà essayé, c'est pas possible. Donc je dis, à ce moment-là, vous écrivez sur un papier tous vos désirs. Voilà, ça c'est quelque chose qui les rassure. On en parle facilement en famille, effectivement. Alors c'est vrai que c'est d'être confronté à la mort, c'est plus un tabou en fait. Pour moi, la mort c'est pas un tabou. C'est plus t'en parles en amont avec les personnes, mieux c'est, parce que ça permet aussi de pouvoir se projeter, quoi, de se dire voilà, mon parent souhaite que sa fin de vie se passe comme ça, qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique, effectivement, que si le jour où elle va mal, effectivement, qu'on dise non, on débranche tout, que le parent dise ça à ses enfants, parce que c'est pas un choix laissé à des enfants, ça. Parce que si on laisse ce choix à l'enfant, automatiquement, l'enfant peut se sentir coupable d'avoir, entre guillemets, laissé débrancher son parent. La mort, elle peut être subite, ça peut être un accident, ça peut être, etc. Donc, plus t'en parles tôt, moins c'est tabou, mieux c'est. De savoir qu'il y a une fin, ça t'oblige à vivre la vie, en fait. À profiter de tous les moments. De tous les moments de bonheur, en fait. De dire simplement qu'on a beaucoup de chance de vivre dans la société où on est aujourd'hui. Oui. Après, je suis très inquiet pour l'avenir. Ça me fait peur parce que je pense qu'on est rendu à un système de société qui j'appelle décadent, moi, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une société où ce qui prime avant tout, c'est le pouvoir, l'argent. Et je trouve que c'est pas ça la vie, en fait, parce que c'est de rêver de ça, en fait. Moi, faut simplement essayer d'avoir des bonheurs simples. Oui, moi je pense qu'on est arrivé à un système où on a maltraité la nature, le vivant de façon générale. On a maltraité certaines civilisations. On a abusé, on a exploité des pays comme l'Afrique, etc. Et voilà, c'est vraiment un modèle que je rends par les yeux, vraiment, le modèle ultralibéral. Moi je pense que l'ultralibéralisme, comme ça, c'est un monde de mort, en fait. Il y a énormément, ils sont responsables d'énormément de morts, en fait, sur Terre. Donc oui, je suis inquiet, mais en même temps, je suis plein d'espoir, parce que je trouve que j'ai beaucoup d'espoir envers les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui bougent beaucoup, ils sont très, très novateurs, très créatifs, dans leur domaine, quel qu'il soit. Et moi, je trouve ça, j'ai plein d'espoir par rapport à ça, quoi. Et puis je pense que c'est des questions de cheminement de vie. Moi je pense qu'avec... et déjà, je progresse, mais je suis très jeune en fait. Enfin... je suis très très jeune. Donc à la fois j'ai cette maturité, je pense, qui a fait que j'ai été capable de faire des travaux comme ça. Cette gravité aussi du coup. Mais à la fois, quand on est jeune comme moi, on manque de recul sur la vie, c'est normal. Donc peut-être qu'avec le temps, j'aurai plus de clés qui me permettront d'être plus apaisée vis-à-vis de ça. Enfin, ça c'est sûr, enfin, j'espère. C'est pas une recherche perpétuelle que je fais, moi, pour l'instant, mais parce que aussi, comme je suis due à mon un peu grande hyperactivité, je suis toujours à beaucoup travailler, réfléchir, m'occuper intellectuellement. Je m'arrête très peu, c'est un problème d'ailleurs, mais je m'arrête très très peu. Mais c'est aussi pour ça, c'est pour éviter de me confronter à ça. Mais avec le temps, ça viendra. Déjà, la vieillesse. La vieillesse, la grande vieillesse et la dépendance, c'est déjà des deuils, des demi-deuils à chaque fois, en fait. C'est-à-dire qu'on va perdre automatiquement ses capacités au fur et à mesure avec le temps. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, il faut que tu te dises ça, je suis plus capable de le faire.
C'est une succession de deuil. Hein. Tu es obligé d'accepter le fait que tu es moins en forme physiquement, tu n'as pas le même endurance. Donc c'est des choses que tu es obligé d'accepter ça en fait. Parce que ton corps te le dit, même ta mémoire. Donc, tu peux avoir Et ça, c'est la vieillesse. Alors, du coup, dans le bouddhisme, c'est une des souffrances en fait. C'est-à-dire que tu es obligé d'accepter le fait que tu perdes au fur et à mesure. Tu es obligé de faire des petits deuils à chaque fois. Vraiment, moi, ce qu'il faut retenir, hein, vraiment, c'est... pour moi, tu meurs comme tu as vécu. Quoi. Si tu as vécu de façon apaisée, tu pars apaisé. Ouais, donc, c'est-à-dire qu'il faut que tous les problèmes soient réglés en amont, quoi, en fait. Hein. Bon, certains disent que les cimetières vont disparaître petit à petit, qu'il n'y aura plus de tombes. Mais non, on n'en est pas encore là. Il y a du travail après maintenant. Peut-être qu'un jour on sera remplacé par des machines, en effet. Ça, c'est Dans certains cimetières, ils ont mis des bornes à l'entrée des cimetières. Et ça, je trouve ça dommage. Mais bon, c'est la société qui veut ça. Mais je trouve que quand on s'implique vraiment dans ce métier-là, ce que j'ai essayé pendant ces 8 ans, je pense que il y aurait un manque. Il y aurait un manque. C'est tellement, tu sais, de faire un petit sourire, de faire un petit coucou à toutes ces personnes qui viennent dans le cimetière et qui... je pense pas qu'on puisse être remplacé par des machines. Voilà. Ah bah c'est une belle conclusion. Et parfait. Bah bravo. Je vais aller faire un pipi. Vas-y. Peut-être, oui, que c'est cliché de dire que sans la mort, il n'y aurait pas la vie. Pourtant, c'est vrai. Et je suis heureuse aujourd'hui de faire partie de cette aventure, l'aventure du vivant, dans laquelle vous vous trouvez, vous aussi. On vit quand même quelque chose de tellement étonnant. Et puis, après tout le monde finit par mourir. Nous, les plantes, les animaux, et même l'univers, comme le disait Christian. C'est à se demander si l'éternité ne serait pas bien plus effrayante. J'ai été heureuse d'écouter ces témoignages, de s'apercevoir que la vie peut être parfois un cadeau et parfois un fardeau, que nous sommes différents avec des visions différentes, mais que de les partager, ça fait du bien. Même en sachant que la mort nous attend un jour, nous sommes quand même là. Nous avons donc une force qui nous pousse à vivre, à profiter de notre vie. Alors, je vais profiter, du mieux que je peux, de mon passage sur cette terre. Je vais dire je t'aime aux gens que j'aime et apprécier des bonheurs simples, tout en me mettant au service de ce que la terre a vraiment besoin pour y laisser les plus belles énergies possibles. Et, bien évidemment, je pense à ces quelques personnes parties, mais qui sont toujours présentes dans ma tête. La vie n'est plus tout à fait la même sans vous, mais elle reste toujours aussi belle qu'un ciel d'une peinture de mon grand-père, avec vous dans les nuages. Alors je vous embrasse. Merci à Manon, Christian et Marie-Hélène pour leur voix et leur histoire partagée. J'ai pleinement apprécié ces 3 échanges qui m'ont fait évoluer, grandir et passer par plein d'émotions différentes. C'était très intéressant pour moi. Et merci à vous d'avoir écouté ce 3e épisode. J'espère qu'il vous aura plu et, comme d'habitude, si je peux me permettre d'utiliser cette expression au bout de 3 épisodes, n'hésitez pas à me faire des retours. Prenez soin de vous et à bientôt.